Parce que la loi qu'il viole plutôt, c'est la Constitution. L'article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple et aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est l'article 3 de la Constitution. Donc, le Sénat, là, s'attribue l'exercice de la souveraineté nationale qui appartient au peuple, ce qui est une violation de l'article 3 de la Constitution. Juste, professeur Kiti, pour une question de précision que j'ai eue dans les commentaires, est-ce que le Sénat peut relever ou bien limoger un député? On dit que ce Sénat-là contrôle les mœurs politiques. C'est ce qui est dit. Dans ce rôle de contrôle de mœurs politiques, quels sont ses pouvoirs? Je pense qu'il doit avoir une loi organique qui va déterminer les pouvoirs de ce Sénat-là. Je ne sais pas si c'est en ce moment-là qu'on pourra nous dire quelles seraient ses attributions en dehors de celles qui figurent dans la loi de révision de la Constitution. Et j'apprends même, j'ai appris par l'intermédiaire de certaines personnes que la loi qui sera promulguée sera aussi différente de celle qui a été votée à l'Assemblée nationale. Il y aurait certaines choses qu'on n'a pas encore vues dans la loi votée qui figureraient. J'attends de voir. C'est ce que certaines personnes disent. J'attends de voir. De toutes les façons, on a eu, par l'intermédiaire de nos députés qui sont à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les députés du parti et les démocrates, la proposition de loi qui leur a été distribuée, la proposition de loi qui a été débattue à l'Assemblée nationale le 15, et on attend de voir la promulgation pour constater si effectivement ce qui va être promulgué sera différent de ce qui a été adopté. Et je rappelle également que dans la procédure de révision de la Constitution, je l'avais dit tout à l'heure qu'il y a deux étapes. Il y a l'acceptation par la majorité des 3/4 et après, il y a la validation par la majorité des 4/5 ou en cas de refus de validation, c'est-à-dire si la majorité des 4/5 n'est pas atteinte, on passe au référendum. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le droit, c'est une science. Le droit, c'est une science. Le droit, c'est une science et le droit est technique aussi. Je ne sais pas s'ils ont consulté les constitutionnalistes avant d'introduire cette proposition de loi, ce dont je doute, parce que je ne vois pas un constitutionnaliste lire cette proposition de loi avec ce qui figure là, sans relever tout ce que je viens de vous dire. Ou bien ils les ont consultés, ils ont fait des observations, ils ont refusé d'en tenir compte, ou bien ils ne les ont pas du tout consultés. Mais je ne pense pas qu'ils aient été consultés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la proposition ou le projet de loi de révision de la Constitution arrive à l'Assemblée nationale, le président l'annonce en plénière par l'intermédiaire du secrétaire parlementaire qui lit les correspondances. Et lorsque ça arrive comme ça, le président affecte le projet ou la proposition à la commission compétente. Dans ce cas, c'est la commission des lois. Donc, lorsque la commission des lois se réunit, qu'est-ce que la commission des lois fait? La commission des lois regarde si la procédure est respectée. C'est déjà passé plusieurs fois.
C'est-à-dire que la procédure de révision de la Constitution va au-delà de ce que la Constitution, c'est-à-dire la loi 90-032 du 11 décembre 1990 a prévu. Il y a la jurisprudence de la Cour. Il y a la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme. Il y a les traités et accords internationaux. C'est ce que la Commission va vérifier. La Commission des lois vérifie. C'est déjà arrivé plusieurs fois et la Commission a dit que cela ne respecte pas la procédure en la matière et propose maintenant au rejet. Vous voyez donc. Maintenant, la plénière peut passer outre. Parce que la plénière est souveraine. Mais quand elle arrive en plénière comme ça, c'est que pour passer les deux étapes, il ne doit pas avoir de modification. Lorsqu'on passe à la première étape, tel que c'est voté là, c'est comme ça qu'on passe à la deuxième étape. Donc le débat a lieu déjà avant de passer à la première étape et à la deuxième étape. C'est comme ça. Mais cette fois-ci, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont accepté la proposition de loi, ils l'ont modifiée encore avant de passer à la deuxième étape. Alors que la technique, ce n'est pas comme ça. On dit, c'est accepté. C'est déjà passé à la commission des lois là-bas. La commission des lois l'a déjà étudié, a fait ses observations. Ça vient maintenant en plénière. Et quand ça vient en plénière, on passe à la première étape, 3 quarts. C'est accepté. On passe à la deuxième étape, 4/5. C'est comme ça. Cette fois-ci, là, ils sont passés à la première étape. Et puis, ils sont allés encore modifier avant de passer à la deuxième étape. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. La technique, c'est pas comme ça. Pas du tout. La technique, c'est pas comme ça. Et ça n'a pas été du tout respecté par les députés à l'Assemblée nationale. Ok, donc merci beaucoup. Je vais fermer le micro des amis qui viennent de monter. Ok, merci beaucoup. Ok, donc avant de laisser la parole à mes amis qui sont sur le panel, je vais vous faire écouter l'élément et prendre votre avis, votre analyse sur l'élément. On sait que actuellement le gouvernement ou la mouvance présidentielle est sur le terrain en train de vulgariser ce projet de révision de la Constitution. Et le samedi hier, le ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, était à Ségouanan. Je vais vous faire écouter un extrait de son intervention là-bas et puis on revient pour continuer. Les politiciens soient plus vertueux. Lorsque vous faites de la politique, vous devez vous dire que la politique, c'est pas pour les voyous. La politique, c'est pas pour les immoraux. La politique, c'est pour les citoyens corrects. Ceux qui veulent demain exercer le pouvoir d'État. Donc, vous devez avoir un comportement exemplaire. Alors, vous êtes élu sous la bannière d'un parti. Vous êtes membre d'un parti. Le parti vous a positionné, vous a soutenu, vous a élu. Mais une fois élu, vous quittez le parti, vous allez dans un autre parti. Si vous faites ça, désormais, vous perdez le mandat. Si vous êtes député, vous changez de parti, vous perdez le mandat. Vous n'êtes plus député. Si vous êtes maire, vous le faites, vous perdez le mandat. Chef d'arrondissement, vous perdez le mandat automatiquement. Ça, c'est pour discipliner les politiciens et leur dire qu'ils doivent faire preuve de loyauté, qu'ils doivent faire preuve de fidélité et qu'ils doivent être vertueux. C'est bien compris, hein? Ceux qui se complaisent à aller de parti politique en parti politique, c'est devenu un sport favori de certains. Si vous faites ça, désormais, vous perdez le mandat automatiquement. C'est clair? À base même de l'opacité. Ok, pour ce qui est, est-ce que ce message était adressé à votre parti, le parti Les Démocrates? Parce que c'est au niveau de votre parti qu'on a vu des députés démissionner, certains rejoignent même le camp de la mouvance présidentielle. Vous pouvez ouvrir votre micro, je l'avais fermé tantôt.
Oui, Donc, les merci amis beaucoup. continuent. Oui, allez-y, on Mais, vous écoute. vous savez, ce comportement est qualifié de transhumance politique dans notre pays. Ça ne date pas de maintenant. C'est depuis 91, la première législature, que ça a commencé, la transhumance politique. Je pense que la solution à ce problème, ce n'est pas ce que la loi de révision de la Constitution a décidé. Ce n'est pas ça. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que vous pouvez ne pas démissionner de votre parti politique en tant que député. Vous restez député à l'Assemblée nationale, mais tout en étant député à l'Assemblée nationale, vous pouvez ne pas respecter la discipline de votre groupe. C'est-à-dire, si par exemple, le groupe parlementaire décide de voter oui pour un projet de loi, le député peut voter non. Il reste membre du parti, il n'a pas démissionné. Dans ce cas-là, il ne paie pas son siège. Il reste toujours membre du parti. Et donc, la solution, ce n'est pas ça, ce que la loi de révision a prévu. C'est d'abord l'éducation à la bonne citoyenneté. La culture de l'éducation à la bonne citoyenneté, c'est ça d'abord. La formation des militants, le respect des engagements pris. Parce que lorsque vous êtes candidat à l'élection, il y a un engagement qu'on prend vis-à-vis du parti politique. Et c'est à ce niveau qu'il doit être mentionné que lorsque la discipline du groupe n'est pas respectée, que le parti décide à ce que ce député-là soit déchu de sa fonction et qu'il soit respecté et remplacé par son suppléant. C'est ce qu'il faut faire d'abord. C'est ça, au niveau de l'engagement que les candidats prennent dans leur parti politique, quand ils déposent leur candidature. C'est dans cet engagement qu'il faut mettre ça. Ce qui suppose que c'est dans la charte des partis politiques qu'il faut régler le problème et non dans la Constitution. Ce n'est pas dans la Constitution qu'il faut régler le problème. Je le dis parce que les libertés sont garanties. Le fait de quitter un parti politique fait partie de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression. D'accord? Mais lorsque le candidat prend un engagement, au moment où il est candidat, c'est un contrat qui le lie au parti. Et lorsqu'il viole les termes du contrat, il subit les conséquences. C'est ce qu'il faut faire. Tout en ne violant pas son droit d'être libre, de rester dans un parti politique, mais il doit savoir qu'il a pris un engagement au moment où il était candidat. Et donc, il doit respecter cet engagement. Ce qui veut dire que lorsque le parti donne une consigne de vote, il doit respecter sa consigne de vote aussi à l'Assemblée nationale. Parce que la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on aura une assemblée où les députés ne vont pas démissionner de leur parti politique, ils vont toujours rester membres de leur parti politique. Il peut décider de ne pas participer aux réunions des organes. Il reste membre du parti politique du moment où il n'a pas démissionné. Mais à l'Assemblée nationale, il fait sa pagaille. Il ne vote pas dans le sens voulu par son groupe parlementaire. Il vote contre. Mais il reste toujours député du moment où il n'a pas démissionné. C'est là, c'est le problème ça. Et c'est ça qu'il faut régler. Tant qu'on n'a pas réglé ça, et qu'on pense que quand on démissionne d'un parti politique, on perd son siège, les députés ne vont pas démissionner. Mais ils vont faire leur pagaille à l'Assemblée nationale. Ils ne vont pas respecter la discipline du groupe.
Ils ne vont pas démissionner, ils ne vont pas respecter la discipline du groupe. Ils ne vont pas perdre le siège à l'Assemblée nationale. Donc, moi, je pense que ce n'est pas la solution. Il faut partir de la bonne éducation pour la bonne citoyenneté d'abord. Il faut partir de la formation des militants. Il faut changer la charte des partis politiques et prévoir que dans le cadre des élections, les candidats doivent prendre des engagements qu'ils doivent respecter. Et c'est un contrat qui les lie au parti politique. En cas de violation des thèmes de ce contrat, le parti politique peut demander à ce qu'ils soient déchus de leur mandat et remplacés par les suppléants. Dans ce cas-là, il sera tenu de respecter non seulement la consigne du parlementaire à l'Assemblée nationale ou dans les assemblées locales, mais également de rester membre du parti et de participer aux activités des organes. Ok, donc on va commencer à écouter nos amis qui sont là avec nous depuis le début. On va commencer par Monsieur Zohou qui a d'ailleurs une motion pour vous. Monsieur Zohou, vous pouvez y aller, on vous écoute. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Monsieur Zohou. Oui. Je viens de vous écouter et sur la dernière partie, ça me tique un peu parce que, ou c'est moi qui ai mal compris, mais vous sous-entendez que le Parlement, dorénavant, c'est lui qui va légiférer sur la charte des partis politiques. Et cela sous-entend que, en réalité, mais on va assister à... je sais même pas comment qualifier ça. Les partis ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres de s'autogérer. La charte des partis politiques, c'est une loi. C'est une loi votée par l'Assemblée nationale. Oui, mais pourquoi vous voulez mettre ce terme, cet item-là dans la charte des partis politiques? Oui, parce que si je prends l'exemple de notre parti, les démocrates, ce qu'il vient de vivre, c'est-à-dire les 6 députés qui sont partis, si je prends leur cas, ils pouvaient ne pas partir parce qu'ils savaient que ils sauraient plutôt que s'ils partaient, ils perdaient leur siège. Tout en étant membre du parti, tout en étant député, ils votent pour la révision de la Constitution. Ils ne perdent pas leur siège. Ils restent à l'Assemblée, mais ils votent pour la révision de la Constitution, alors que le parti a décidé que ces députés votent contre la révision de la Constitution. Vous voyez, non? Donc, on ne règle pas le problème. Le problème de la discipline n'est pas réglé. Pas du tout. Le problème de la discipline... Au fait, le problème qui se pose... Mais est-ce que c'est à la loi de gérer la discipline d'un parti politique? C'est là où je suis dérangé, en fait. Tel que le gouvernement le conçoit, là, dit par le ministre de l'Intérieur... Oui, mais il ne faut pas l'accepter. C'est pas parce que le gouvernement le dit, parce que, je suis désolé... l'intervention du ministre, ça ressemble, d'abord, c'est une posture condescendante et ce n'est pas une vulgarisation. Parce que quand on est dans une vulgarisation, on vient donner de l'explication à l'auditoire. On est dans une posture totalement condescendante, voire même totalement, on dit à l'Assemblée, est-ce qu'ils ont bien compris ce qu'on est en train de dire? C'est le papa qui vient donner la leçon à ses enfants. Et c'est ça qu'on appelle la vulgarisation, parce que je souligne que leur posture de vulgarisation ou bien leur démarche de vulgarisation vient de ce qui a été fait sur les réseaux sociaux, où nous leur avons reproché pendant des heures et des heures de live qu'ils n'ont jamais consulté et que nous allons faire ce travail de vulgarisation-là. Et comme ceux qui étaient sur les réseaux sociaux le faisaient, évidemment qu'ils se sont trouvés dépourvus, mais voici la manière dont ils font cette vulgarisation, vous avez eu la possibilité d'apprécier. Mais là où moi je voudrais vous entendre, cher professeur, c'est que non seulement en tant que professeur, mais aussi en tant que dirigeant de parti politique, est-ce que vous trouvez ça acceptable? Sortons du principe de la loi. Que ça soit la loi ou le gouvernement qui vienne régir la discipline interne d'un parti.
Ça voudrait dire qu'à un moment donné, en fait, le système partisan devient un système où les partis ne sont pas libres, ils sont régis par la loi, donc par le gouvernement, mais en toute finalité, c'est qu'on assiste à ce qu'on a assisté pendant 10 ans, c'est que, je suis désolé de vous le dire, cher professeur, c'est que vous finissez par être une opposition de façade parce que vous êtes régi par des lois et uniquement ou bien par des autorités qui vous empêchent de faire quoi que ce soit. Donc, même ce que vous voudriez faire, vous pouvez pas le faire. Et ça, je vous connais pas, mais dans la posture, j'ai l'impression que vous acceptez la situation comme un fait et on essaie juste de comprendre et d'appliquer la loi au mieux, mais pas pour pouvoir la remettre en cause ou en discuter ou même expliquer à ceux qui nous écoutent qu'il y a des choses qui ne devraient pas être acceptées. J'ai entendu ce que vous avez dit auparavant, hein, mais moi, c'est sur cette partie de la discipline interne où j'ai eu un petit problème. S'il vous plaît. Ok, donc, professeur Kiti, vous pouvez ouvrir votre micro. Les amis, est-ce que vous pouvez pousser le live jusqu'à 100K? On est à 60 000. À 100 000 K, je vous l'ai dit. Ok, allez-y, on vous écoute. Oui, le problème de la discipline au niveau des partis politiques peut être réglé de deux manières. D'abord, les statuts du parti et ensuite la loi portant charte des partis politiques. C'est la loi qui détermine comment les partis politiques doivent être créés dans notre pays et comment ils doivent fonctionner. Alors, au niveau des statuts et règlements intérieurs du parti ou de chaque parti, il y a toujours une partie qui est réservée à la discipline. Et donc, les partis politiques peuvent prévoir que dans le cadre des élections, les candidats prennent l'engagement non seulement de respecter les statuts du parti, mais également tel que nous l'avions dit tout à l'heure. C'est-à-dire, une fois élus, ils doivent respecter la discipline du groupe. Là, c'est un accord qui les lie de manière formelle aux partis politiques. Et en cas de violation de cet accord, il doit être dit que le parti peut décider de les déchoir de leur fonction de député. Mais le parti ne peut pas le faire s'il n'y a pas une loi qui l'ait également prévue. C'est-à-dire que dans le contexte aujourd'hui, si un parti prévoit que lorsqu'un élu ne respecte pas la discipline du groupe, il va être déchu de sa fonction d'élu, il n'y a aucune loi qui l'ait prévue aujourd'hui dans notre pays. Aucune loi ne prévoit cette possibilité-là. De telle manière que cette disposition, même si on décide de la faire figurer dans les statuts du parti, serait contraire à la Constitution. Vous voyez, non? Et donc, pour que cette disposition soit possible, applicable, il faut une loi qui la prévoit. C'est pourquoi il disait tantôt que il ne s'agira pas de faire figurer ça dans la Constitution, parce que la Constitution garantit les libertés publiques, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la possibilité de dire non à ce qu'un parti a prévu fait partie de la liberté d'opinion, fait partie de la liberté d'expression. Mais au-delà de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression, il y a des limites. Et ces limites-là sont prévues par la loi. Donc si la charte prévoit que le député qui est à l'Assemblée nationale ne respecte pas la discipline du groupe, peut être déchu de sa fonction et remplacé par son suppléant, là, les députés vont respecter la discipline du groupe. Mais si on met dans la Constitution, tel que c'est, que le député qui démissionne de son parti paie son siège, le député peut ne pas démissionner. Il ne démissionne pas, il reste membre du parti. Mais
il décide de ne pas respecter la consigne du parti à l'Assemblée nationale. Et il ne peut pas perdre son siège dans ce cas. Il reste membre du parti, mais il ne perd pas son siège. Il ne respecte pas la consigne du parti. Or, le parti n'existe que lorsque sa consigne est respectée à l'Assemblée nationale par les députés qui ont été élus sous sa bannière. Donc, vous voyez l'importance de ce que je dis. Tel que c'est là, il reviendra démissionner d'abord avant de perdre son siège. S'il ne démissionne pas, il est à l'Assemblée. Mais il ne respecte jamais la consigne du parti. Il ne participe pas aux organes du parti parce qu'il sait qu'il est, il est en difficulté avec le parti. Le parti ne peut rien faire. Le parti ne pourra rien faire dans ce cas. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je pense que la révision de la Constitution, de cette manière, ne règle pas du tout le problème. Ok, on va écouter le drone de nuit. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, Bonsoir. on vous écoute, oui. Oui, bonsoir, professeur, et je suis content que vous soyez parmi nous ici pour discuter quand même des sujets d'actualité politique de notre pays. Donc, je vous remercie pour ce fait. Donc, vous voyez, moi, j'ai une question quand même et qui est liée quand même à la source, un peu. Donc, qu'est-ce qui a motivé les démocrates du fait que, et après les élections, vous avez eu 28 députés, comme par magie, 28 députés. Qu'est-ce qui vous a motivé autant à aller siéger à l'Assemblée nationale? Voilà, en face de combien? 28, en face de 81, je pense. Voilà, est-ce que c'est 81? Qu'est-ce qui vous a motivé à siéger à l'Assemblée nationale? J'ai envie de comprendre cette motivation-là, en fait. Merci. Merci beaucoup, cher ami. Moi, je pense que ça a été un débat, si je me rappelle bien, en 2022, on a fait ce débat lors d'une coordination nationale. Est-ce que nous participons aux élections législatives de 2023 ou nous n'allions pas participer aux 10 élections? Et majoritairement, on avait décidé de participer aux 10 élections. Écoutez, dans la Constitution, il est dit que les partis politiques participent à l'expression des suffrages. Donc les partis politiques animent la vie politique et participent aux élections. Donc un parti politique est libre de participer ou de ne pas participer aux élections. Encore que je pense qu'il y a une disposition de la charte des partis politiques selon laquelle lorsque le parti ne participe pas à un certain nombre d'élections, il perd son existence. Je pense bien qu'il y a une disposition de la charte des partis politiques qui l'a prévu aussi. Alors nous avions fait ce débat et nous avions de participer aux élections en 2023. Nous avions participé aux 10 élections dans les conditions difficiles, étant donné que d'abord, ça n'a pas été facile de participer aux 10 élections. On a refusé que certains soient candidats. Ils ont dû retirer leur candidature. Donc ça n'a pas été facile. Et après, les conditions dans lesquelles les élections s'étaient déroulées, les conditions dans lesquelles les résultats ont été donnés, le refus de la Sénat de donner aux partis politiques les feuilles de compilation, vous vous rappelez tout ce qui s'était passé pendant cette période-là. Au final, ou bien au finish, nous avions eu 28 députés. Bon, certains disent que nous n'aurions pas dû participer aux dites élections. Moi, je pense le contraire. Parce que notre participation aux élections a permis d'avoir 28 députés.
Et les 20 députés à l'Assemblée nationale ont posé des actes glorieux quand même. Ils se sont opposés pendant près de 3 ans à la révision de la Constitution avant que la dernière n'ait lieu dans des conditions contestées et contestables. Et donc, s'ils n'étaient pas là, on aurait une deuxième assemblée monocolore sous le renouveau démocratique et qui aiderait le président à réviser la Constitution depuis 2020, je pense 2022, depuis 2022 ou 2023. Donc, ils ont posé des actes glorieux. Je pense que c'est à l'actif du parti. Et ce n'est pas la présence des députés du parti à l'Assemblée nationale qui a été à la base de ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Non. La présence des députés du parti à l'Assemblée nationale n'a pas été à la base de ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Je ne pense pas. Donc, on ne peut pas rendre le parti responsable de la situation du pays aujourd'hui. Le parti s'est battu pour qu'il y ait l'alternance en 2026. Mais le parti a été empêché d'obtenir cette alternance en 2026. Et le parti a participé à l'éveil des consciences dans le pays. Le parti a participé à la mobilisation des citoyens contre la gouvernance du président Patrice Talon. C'est une vérité parce que, de toutes les façons, quand vous lisez la loi, vous vous rendez compte que le président ne veut plus de l'existence de l'opposition. Et d'ailleurs, il a dit au président Boni Yayi, qu'il a dit pendant son discours, que le président ne veut plus de l'existence de l'opposition. Et donc, nous, aujourd'hui, nous nous battons pour que l'opposition puisse exister dans le pays. Et à l'étape actuelle de la saisine de la Cour constitutionnelle, quand vous lisez la Constitution en 16 articles 121, vous vous rendez compte que ce n'est que les députés qui peuvent le faire, le président de l'Assemblée nationale et les députés qui peuvent le faire. Avant la promulgation, c'est le président de l'Assemblée nationale, les députés, président de la République et les membres de l'Assemblée nationale. Donc c'est le président de la République et les membres de l'Assemblée nationale, à cette étape-là, qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour le contrôle de constitutionnalité avant la promulgation. Là, ne vous attendez pas que les députés BR ou UPR saisissent la Cour constitutionnelle. Ne vous attendez pas à ce que le président de la République saisisse la Cour constitutionnelle. Ce sont nos députés également qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour dénoncer les conditions dans lesquelles la loi de révision constitutionnelle a été votée le 15 novembre. Donc je pense que la présence du parti à l'Assemblée nationale a été salutaire pour le combat, pour la préservation de la démocratie et pour le combat, pour la restauration des acquis qui nous ont été arrachés de 2016 à 2022 ou début 2023, date d'entrée à l'Assemblée nationale des députés du parti. Ok, merci beaucoup. On va écouter Tata Mondoukwe. Tata Mondoukwe, vous pouvez prendre la parole maintenant. Merci beaucoup. Merci, Biafrica. Merci beaucoup, honorable.
Et moi, ma question que je veux poser est la durée du mandat dans le changement de constitution des lois qu'ils ont voté. Les députés, pour les communes, les présidentielles, les candidats ont déposé un dossier pour 5 ans. Et les communales aussi, c'est le dépôt des dossiers, c'est pour 5 ans. Et je crois pour la députation, les législatives aussi, c'est pour 5 ans. Ils ont déposé. Maintenant que la Constitution prolonge leur mandat et ramène ça à 7 ans, comment ce mécanisme-là va se passer? Est-ce que quand ils vont élire alors qu'ils ont déposé leur dossier pour 5 ans, ils feront les 7 ans tels que énumérés dans la nouvelle loi, dans leur nouvelle loi? C'est ma première question, ça. Ok. À votre première question, je peux dire, si vous prenez l'article 42 de la Constitution, il dispose le président de la République élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Dans la loi de révision de la Constitution de 2019, ils ont ajouté en aucun cas nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de président de la République. Maintenant, il faut ajouter que en 2011, il y avait une loi qui avait été votée à l'Assemblée nationale. La loi qui détermine les conditions de recours au référendum. Cette loi, quand elle a été votée en 2011, elle a été soumise au contrôle de constitutionnalité. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Cour constitutionnelle en 2011, dans le contrôle de constitutionnalité de cette loi, la Cour a dit que le mandat de 5 ans renouvelable une seule fois ne peut pas faire l'objet de révision. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle vient renforcer l'article 156 de la Constitution. La Cour l'a renforcé. L'article 156 dispose qu'aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine et la laïcité de l'État ne peut faire l'objet d'une révision. Donc la Cour constitutionnelle a renforcé l'alinéa 2 de l'article 156 en y ajoutant le mandat de 5 ans renouvelable une fois. Il y a également l'âge. La Cour a ajouté l'âge et le régime. Il a ajouté le régime présidentiel. Il peut faire l'objet de révision. Donc, en 2019, cette disposition a été violée par l'Assemblée nationale. Parce que le régime présidentiel n'avait pas prévu un duo. Ça a été révisé en 2019. En 2025, l'Assemblée nationale touche également le mandat de 5 ans renouvelable une fois et le porte à 7 ans renouvelable une fois. Ce qui est une violation de l'article 156 lu au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Maintenant, il y a un adage qui dit qu'on ne change pas
les règles du jeu pendant le jeu. Les règles du jeu sont déterminées avant le jeu. Et les parties s'accordent sur les règles. C'est la Constitution qui détermine les règles du jeu en ce qui concerne les élections dans notre pays. Et l'appel à candidature qui a été lancé par les partis politiques et par la Sénat, c'est sur la base de l'article 42 avant la révision. La question se pose de savoir si la révision de la loi telle qu'adoptée le 15 novembre, si elle est validée par la Cour constitutionnelle, est-ce qu'elle est applicable aux candidats à l'élection présidentielle et aux élections municipales, communales et législatives. Il y a un principe en droit qu'on enseigne, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. Mais ce principe n'a pas une valeur constitutionnelle. C'est-à-dire que le législateur peut décider qu'une loi votée là doit rétroagir, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. Le législateur n'a rien dit. Donc lorsque il y a silence du législateur, dans ce cas, il faut interpréter. Il faut interpréter le silence. Lorsque il y aura conflit autour de l'application de cette disposition de la loi de révision constitutionnelle, il reviendra à la Cour constitutionnelle au moment venu de nous dire si elle va s'appliquer au président qui sera élu en 2026, ou si c'est le mandat de 5 ans renouvelable une seule fois qui lui sera appliqué, ou si également c'est à la fin de son premier mandat et de celui des députés et des conseillers communaux et municipaux que cette disposition de la Constitution sera appliquée. Bon, mais de toutes les façons, si on s'en tient à l'article 156, lu au regard de la jurisprudence de la Constitution, la révision de l'article 42 viole la Constitution et pas avoir de conséquences. La Cour constitutionnelle doit déclarer cette loi de révision-là contraire à la Constitution. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, professeur. Maintenant, au cas où la Cour constitutionnelle déclare que cette loi, cette révision de la Constitution est conforme à notre Constitution, est-ce qu'on rentrerait dans une nouvelle république? Voilà la seconde question. Si au cas où, dans une nouvelle république. Bon, c'est un débat. C'est un débat de doctrine. Quand on parle de la doctrine, on voit l'opinion des universitaires. Alors, la notion de république nouvelle république telle que dégagée par la doctrine a des conditions. C'est-à-dire qu'il faut que les fondamentaux de la Constitution soient touchés. Il faut que les digues, c'est comme ils ont des poutres, et il y a la fondation. Donc, on touche la fondation. Quand on touche la fondation, c'est que on va changer l'architecture de la maison. C'est comme ça la Constitution. Donc, pour qu'il y ait une nouvelle république, il faut que les fondamentaux de la Constitution soient touchés. Alors, cette notion dégagée par la doctrine
a été galvaudé après par les juridictions constitutionnelles, de telle manière que on a vu dans beaucoup de pays, c'est juste 2 ou 3 articles qui ont été touchés et les juridictions constitutionnelles ont conclu que le président de la République pouvait être à nouveau candidat. Vous vous rappelez du cas du Sénégal, où on a dit que Wade pouvait être candidat pour un 3e mandat et il avait été battu par Macky Sall. Vous vous rappelez de ce cas-là. Donc, les juridictions constitutionnelles ont galvaudé la notion. Dans le cas d'espèce, c'est-à-dire la loi de révision du 15 novembre 2025, vous vous rendez compte que la nature du régime politique même est touchée. Lorsqu'on parle de la trêve politique, ce n'est plus la démocratie, c'est un régime totalitaire. Voyez-vous, on est passé d'un parlement avec une chambre à un parlement à 2 chambres. Vous voyez, il y a les fondamentaux qui sont touchés. Dans ce cas, il n'est pas exclu que certains puissent dire qu'on est dans une nouvelle république. Et si on est dans une nouvelle république, la conséquence en sera que le président Patrice Talon pourra être à nouveau candidat. C'est-à-dire que soit au moment venu, le processus électoral en cours sera remis en cause de telle manière qu'il pourra à nouveau être candidat, ou bien le processus n'est pas remis en cause, le processus va jusqu'au bout. On a un nouveau président en 2026 et à l'issue de son premier mandat, la Cour nous dit qu'il y a une nouvelle république et donc le président Patrice Talon pourra encore être candidat pour un nouveau mandat. Maintenant, certains vont dire, oui, bon, dans l'article 42, il est bien dit de sa vie. Ça dit que le président a une nouvelle vie. Mais les juridictions constitutionnelles aujourd'hui en Afrique sont capables de tout. Il ne faut pas faire confiance à ceux qui tiennent ce discours-là. Les juridictions constitutionnelles en Afrique, aujourd'hui, sont capables de dire une chose et son contraire. Il n'y a plus aucune confiance à faire à ces juridictions constitutionnelles dans la plupart des pays africains francophones. Plus aucune confiance à faire à ces juridictions-là. Dans la plupart des pays africains francophones. Que vous prenez la Côte d'Ivoire, vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous prenez, bon, autour de nous au Niger, c'est un militaire qui est là-bas. Au Burkina, un militaire. Au Mali, c'est un militaire. Vous prenez le Togo, ce qui se passe au Togo, il n'y a plus aucune confiance. En fait, juridiction constitutionnelle, vous prenez la Guinée. La Guinée, vous voyez ce qui se passe là-bas. Il n'y a plus aucune confiance. C'est encore au Sénégal qu'on peut espérer qu'il y a la démocratie. Sinon, dans la plupart des pays francophones en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, il n'y a plus une confiance qu'on peut faire à ces juridictions constitutionnelles. Ok, merci beaucoup. Avant de donner la parole au prochain intervenant, je voulais rappeler aux amis qui nous écoutent